suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour Raphaël. Donc Jérôme Carlier, cofondateur à La Rôtisserie, chaîne de restaurants à Hong Kong. Tu as 4 restaurants tout autour de l'île d'Hong Kong, c'est bien ça ? C'est ça. Donc merci de nous recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Pour commencer, je vais te demander de te présenter très brièvement et de nous dire qu'est-ce que c'est la rôtisserie un peu plus en détail. Alors, Jérôme, en effet, ça fait maintenant 11 ans que je suis à Hong Kong. Je suis arrivé il y a 11 ans, je travaillais à la Société Générale, donc en banque d'investissement. Et après quelques années, j'ai décidé de de chercher à faire autre chose, tout simplement. Comme beaucoup de banquiers, en cherchant un sens un peu nouveau à sa vie. Et avec 2 autres partenaires, donc Aurélien et Marie, français eux aussi, on a décidé de lancer une chaîne de restauration rapide, donc basée sur le concept du poulet rôti, qu'on retrouve dans nos marchés en France, chez tous les bouchers, dans toutes les villes de France à peu près, qui n'existait pas à Hong Kong. Donc c'était le moment où il y avait... en 2012, déjà une certaine explosion de l'offre occidentale en termes de F&B à Hong Kong. Donc, F&B, donc food and beverage. Food and beverage. Et là, tu désignes la restauration en particulier ou même l'offre, même en termes de supermarché, de produits importés dans le supermarché ? Plutôt la restauration. D'accord. L'offre était en fait extrêmement faible au vu du pouvoir d'achat moyen d'une ville comme Hong Kong. Et Hong Kong a rattrapé son retard en fait très vite. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Hong Kong il y a 11 ans, le seul quartier quasiment où il y avait des restaurants occidentaux, c'était Soho à Central. Et sinon, il y avait juste rien en fait. Depuis, Hong Kong a énormément changé. Il y a plein de quartiers nouveaux qui se sont développés, aussi bien en termes de quartiers résidentiels qu'avec une offre, on va dire, de restauration qui vient avec. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de proposer une offre authentique, traditionnelle, de plats français. Donc évidemment, notre plat phare, c'est le poulet rôti français. Mais on a aussi toute une offre traiteur à côté, avec des plats cuisinés, des desserts, maintenant toute une gamme de vins aussi. Donc c'est de la vente à emporter, c'est ça ? C'est de la vente à emporter. Ouais. Et on a choisi ce concept-là pour pouvoir avoir des prix extrêmement accessibles. D'accord. Donc notre objectif, c'est de faire des volumes bien plus importants que des restaurants classiques, de réduire nos marges et de proposer des prix vraiment très accessibles pour des produits tout à fait authentiques et importés de France. Donc c'est un step qu'on a passé assez vite derrière. Alors au début, ça a été surtout motivé par les marges de notre côté, mais on a très vite commencé à importer nous-mêmes nos poulets déjà, dans un premier temps, parce que c'est de loin l'énorme majorité de nos importés de France, nos supplies, exactement. Donc on apporte typiquement, donc il y a du poulet rôti bien sûr, et après il y a plusieurs accompagnements. On peut choisir des légumes, des pommes de terre, etc. Il y a les fameuses pommes de terre cuites avec le jus du poulet, des légumes, du quinoa, enfin une gamme de choix de plats chauds ou de salades pour accompagner justement le poulet. Maintenant, on vend aussi d'ailleurs du canard de Barbarie qu'on importe de France, nous aussi. D'accord. Donc voilà, en fait, en parallèle du développement de notre offre retail, donc de nos boutiques, on a développé tout un sourcing auprès de différents partenaires en France pour sourcer nous-mêmes nos ingrédients de manière à contrôler la logistique principalement. Alors évidemment, forcément, c'est intéressant d'un point de vue de marge, mais ça a aussi des coûts en termes de temps, puis en termes d'argent aussi. Ça coûte de la trésorerie, etc. Mais c'est un choix au final qui est vraiment plus motivé par un souci de contrôle et de pouvoir expliquer à nos clients qu'on achète leur poulet directement dans la ferme
en France, en Mayenne, une ferme familiale. Alors, bon, ça reste, ils n'ont pas 10 poulets au fond de leur jardin, évidemment, mais voilà. Et c'est pas du tout des élevages de batterie intensifs comme on peut trouver au Brésil. Et donc, on contrôle absolument tout depuis le chargement auprès de la ferme jusqu'à leur assiette. Ok, d'accord. Donc on commence à rentrer dans le détail, mais je reprends un peu le fil au début. Donc toi, tu as une formation à la fois ingénieur et business, c'est ça ? Surtout ingénieur, oui. D'accord. Après, c'est vrai que j'ai fait un cycle d'école d'ingénieur avec à la fin quelques mois à Montpellier, l'ESC. Ouais. Tu viens d'où en France Région parisienne. D'accord, Mais okay. On va dire que j'ai un peu de famille en Poitou-Charentes, mais j'ai pas vraiment d'attache de racines à un endroit donné. Beaucoup de gens souvent s'identifient à un endroit, une région. C'est pas forcément mon cas et c'est pour ça que je me projette pas forcément d'ailleurs sur un retour en France durant le restant des jours. Voilà. T'es là pour y rester, quoi. Asie ou ailleurs. Hein, ça peut être ailleurs. Voilà. Ok. Donc justement, ton arrivée en Asie, donc t'es quand même, donc t'as dit que t'as travaillé en banque, t'es comme un trader, t'étais trader à la Société Générale et maintenant tu vends du poulet rôti. Ouais. Donc ça montre quand même un peu les destins qu'on peut avoir en Asie. Et t'as le profil assez classique. J'ai un peu suivi la même chose, de commencer donc par un stage, puis après le VIE, et donc tout ça à la Société Générale. Donc explique-nous un peu qu'est-ce que c'est d'être trader. C'est un métier qui fait genre un peu rêver. Enfin, je sais pas. Oui, c'est un métier qui génère beaucoup de mythes et d'imaginaires. Donc on est sorti. Tu peux démystifier la chose. Oui. En tout cas, il y a pas grand-chose de mystique de mon point de vue. Moi, j'ai atterri à la Société Générale à Paris en stage à la fin de mon cycle d'ingénieur, vraiment par hasard parce que j'avais pas du tout quoi faire, j'avais pas vraiment de qualité technique suite à mon cursus à revendre et on m'a proposé un VIE à Tokyo dans la foulée de mon stage que j'ai accepté un peu parce que j'avais rien d'autre aussi à faire. Il y en a que ça fait rêver. Hein. Je sais bien. J'ai découvert ça après, mais D'accord. Je suis arrivé. Ça t'est tombé tout cuit. Exactement, ça m'est tombé tout cuit, mais c'était pas forcément mon rêve à ce moment-là. D'accord. J'avais jamais été en Asie, j'avais pas vraiment de connaissances spéciales sur l'Asie. Et en arrivant à Tokyo, plus par goût d'aventure que par désir de découvrir l'endroit, ça a été une claque, mais absolument monumentale. Ça a été une découverte, une passion, un émerveillement quotidien pendant honnêtement les 3 années que j'ai passées là-bas. Donc en parallèle de ça, j'étais en VIE, donc en ce qu'on appelle middle office, c'est-à-dire que j'étais assistant pour des traders, mais en réalité c'est des petites mains, c'est un boulot qui est pas forcément du tout passionnant. Et j'ai eu la chance d'être embauché derrière en tant que trader pour le coup, ce qui est relativement rare, ce genre de passerelle. Ce qui est le cursus d'ailleurs de Jérôme Kerviel. Et je bossais d'ailleurs dans le même département que lui, lui à Paris et moi à Tokyo. Et le job que j'ai eu, t'as eu des échanges avec lui par email. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on lui avait proposé le job qu'on m'a proposé. Avant de me proposer le job que j'ai eu, on lui avait proposé à lui. Et bizarrement, il était un peu occupé à Paris, il avait refusé. Donc tant mieux pour moi. Et j'ai eu la chance de signer mon contrat 2 semaines avant qu'il se fasse sauter et que toutes les passerelles justement entre les fonctions de middle, de back office qui sont plutôt orientées techniques et les fonctions front office trading soient totalement coupées pour éviter que de futurs Jérôme Kerviel refassent leurs preuves. Donc voilà, donc ça c'était déjà un épisode plutôt on va dire surprenant dans mon cursus. Et dans la foulée, dans l'année qui a suivi la signature de ce contrat, quasiment toutes les équipes ont été centralisées en Asie, à Hong Kong. Donc en tant que junior fraîchement embauché, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire, même si je rêvais de pouvoir rester au Japon. On m'a très vite fait comprendre que je pouvais très bien y rester, mais il fallait que je cherche un nouveau job. D'accord. Donc, il y a une tour entière à Wan Chai, c'est ça, de la Société Générale? Alors pas entière, mais il y a quelques étages, Pacific Place. Exactement. Ok. Et donc ce côté première expérience professionnelle à la fois à Tokyo et à Hong Kong, très international, j'imagine. Il doit y avoir beaucoup de Français, des étrangers, aussi des locaux. Enfin, comment ça se passait en termes d'expérience de travailler en Asie?
Alors, ce côté-là, il est peut-être un peu décevant parce que dans une banque française, en tout cas à l'époque, c'était encore très français. Il y avait, c'était pas si mixte que ça, même si je pense que depuis ça a dû pas mal changer. Après, pour rebondir sur ce que tu disais avant à propos des mythes, moi, mon boulot, pour la faire de manière très simple, ça revenait à prendre l'argent d'investisseurs qui voulaient investir dans des indices, comme par exemple le CAC 40, et acheter les actions des indices à leur place, de manière à leur redonner la performance de l'indice. Donc, c'est-à-dire vraiment C'était quoi, prendre un ETF avant que ça existe ou oui, c'est des produits dérivés très simples. C'est pour ça qu'on appelle ça Delta One, parce que c'est un delta de 1, donc c'est les produits les plus simples qui existent dans le marché et qui permettent de reproduire la performance d'indices. Donc ça peut être notamment des ETF, ça existait déjà à l'époque, mais il y a d'autres produits qui font ça très bien. Et donc l'objectif numéro 1 est de prendre le moins de risques possible en réalité, donc pour la banque. Donc voilà. Donc c'est des boulots qui sont assez intéressants parce que c'est des boulots qui sont accessibles à un âge assez jeune, parce qu'à 30 ans, on se retrouve à gérer un portefeuille d'actions d'environ 2 milliards d'euros. Et on a, comment dire, le clic, on représente la banque. C'est-à-dire que si tu cliques, tu as un ordinateur avec un accès au marché. Si tu cliques, tu achètes 50 millions d'euros d'une action. Tu représentes la banque, et si jamais c'est une connerie, c'est la connerie de la banque que tu as faite en son nom. Donc c'est cette responsabilité qui fait que ça génère forcément une tension assez importante au boulot. Au même âge, j'étais fier de signer des contrats à $1 million. Ouais, bon, j'étais loin du compte. Non, oui et non, parce qu'en fait, faut pas mélanger, comment dire, l'argent dans ce genre de boulot, c'est le sous-jacent du job, et puis c'est en même temps ta rémunération. Mais il y a aucun lien quasiment entre les deux. Alors c'est vrai que en finance, les gens gagnent encore aujourd'hui beaucoup plus d'argent que dans beaucoup d'autres métiers, mais c'est deux trucs qui sont en fait complètement séparés, même dans ton esprit. C'est-à-dire que toute la journée tu travailles avec de l'argent, c'est le sous-jacent du boulot, mais ça peut être 10 millions ou 10 milliards. En réalité, c'est juste des chiffres. Ça change rien à la paye à la fin du mois ou si tu gagnes beaucoup d'argent. Alors oui, en termes de rémunération, notamment à cet âge-là, c'est extrêmement intéressant. Tu peux donner des chiffres maintenant? Oui, je peux donner par exemple le fait qu'au Japon, à l'époque, en étant embauché sans aucune expérience de trading et même de finance, donc j'étais formé en interne en réalité. Je connaissais les systèmes pour avoir travaillé avec, mais je connaissais pas le boulot de trader du tout. Je pense qu'ils auraient pu embaucher pour un salaire 2 fois moindre et j'aurais été content. Donc je sais plus, c'était 15 millions d'yens je crois, et avec en plus la part payée, enfin bref, c'était par an, 15 millions d'yens, mais bref, c'était des sommes qui étaient largement au-dessus de mes prétentions salariales de l'époque. Donc je m'en suis pas plaint, mais c'est des boulots, oui, où quand derrière on a commencé à travailler dans la restauration et que j'ai vu les salaires dans la restauration, notamment même des chefs étoilés, etc., où je pense que des juniors en finance qui ont relativement peu de valeur ajoutée pour une boîte à leur âge gagnent autant qu'un chef étoilé qui a 30 ans de carrière. Ça mérite de se poser des questions. Je suis assez d'accord. Après, on peut pas changer tout le système, mais ça mérite de se poser les questions. C'est un peu comme les footballeurs ou d'autres cas comme ça. D'accord, donc comment ça s'est passé la transition? La Société Générale, t'as fait quasiment 7 ans, c'est ça? Voilà, à peu près, ouais. Ça a été... Comment t'es venu l'idée de la rôtisserie? Comment t'as géré la transition? Ouais, ça c'est intéressant. En fait, je m'étais mis une deadline, grosso modo, sur sur ma capacité à continuer à travailler dans cet environnement. Et en fait, le boulot en soi était intéressant, intellectuellement, mais c'était plus les gens, on va dire, grosso modo, je citerai personne parce qu'il y a personne à citer, mais les gens et du coup l'ambiance qui en découlait, une ambiance qui était de plus en plus politique, notamment, et qui me convenait pas vraiment. En fait, je me suis rendu compte dans ma vie quotidienne, je me sens plus à l'aise à travailler en équipe avec des gens qui poussent dans la même direction que de passer une majorité de mon temps à me demander comment je pourrais faire couler telle personne ou le remplacer ou me faire bien voir ou
qu'il faut que je mette en copie de mes emails, etc., etc. Donc j'étais plus heureux. Et puis en fait, il y a un moment où même si on gagne très bien sa vie, ce qu'il faut regarder en fait, c'est le ratio entre ce qu'on gagne chaque mois ou ce qu'on met de côté chaque mois et puis ce qu'on a déjà mis de côté. Et ce ratio-là, il est directement lié à sa motivation à aller au boulot le matin. C'est-à-dire que si tu gagnes... Le ratio entre donc, ce que tu as déjà économisé et ce que tu arrives à économiser chaque mois. Non, c'est original que je ne connaissais pas comme ratio. Mais, en fait, si jamais tu gagnes 10 000 euros par mois et que c'est un très très bon salaire, tu es très content, etc. Mais si jamais tu as déjà 10 millions de côté, tu t'en fous en fait de ton salaire à 10 000 euros par mois. Alors moi j'avais pas 10 millions de côté, mais c'est pour prendre un exemple un petit peu extrême. Mais après même 3 années seulement à faire un boulot, 3-4 années à faire un boulot de trader, finalement moi j'avais pas une ambition de devenir multimillionnaire non plus. Ou en tout cas pas de passer 20 ans de ma vie en finance dans ce genre d'environnement pour y arriver. Mais t'étais sur des rails pour y arriver, quoi, d'être multimillionnaire. Oui, peut-être, j'en sais rien. Non, c'était pas non plus gagné. Je pense que j'étais un trader relativement moyen. C'est des boulots qui sont intéressants parce que ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont quand même, pour être honnête, très très largement au-dessus de la moyenne en termes de capacité de compréhension, d'intelligence. Après, il y a plein d'intelligences différentes, mais quasiment à tous les points de vue. C'est des boulots, voilà, qui attirent en fait énormément de gens de par les salaires qui vont avec. Et c'est un peu triste parce que du coup, je pense qu'il y a une grande majorité des gens les plus intelligents qui vont dans ce genre de boulot et qui réussissent généralement très bien. Et je pense que moi... ils auraient pu aller dans la science et changer le monde. Exactement. Ils auraient pu aller dans plein d'autres boulots. Et malheureusement, il y a quasiment aucun autre boulot qui permet d'avoir ce genre de revenus. Et du coup, logiquement, d'ailleurs j'en faisais partie, donc je vais pas leur cracher dessus, ils sont attirés par ce genre de boulot. L'argent pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi, c'est plus un moyen d'acquérir une certaine liberté. Donc il n'y a pas de mal à ça en fait, si jamais tant qu'on fait rien d'illégal. Donc voilà, c'était une expérience assez intéressante, mais au bout d'un moment, la motivation était décroissée tous les jours pour y aller tous les jours le matin. Donc voilà. Donc la décision a été prise. Et en fait, c'est à partir du moment où on prend cette décision qu'on commence réellement à passer suffisamment de temps à réfléchir pour trouver les idées de qu'est-ce qu'on va faire après. Et ça, c'est une bonne réflexion. Parce que se dire, je veux changer et passer sur le mode actif, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a un gros déclic, quoi. Voilà, et c'est un peu la troisième étape, c'est de faire la chose. Voilà, mais à Hong Kong, de toute façon, on reste rarement inactif trop longtemps parce que le coût de la vie étant ce qu'il est, on peut pas vraiment se permettre. Il y a pas de chômage, il y a pas d'aide, il y a rien. Donc avec en plus un coût de la vie mensuel très élevé. Donc de toute façon, il fallait faire quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que une fois que la décision était prise, en plus, j'ai eu la chance qu'il y ait eu un plan de départ qui soit négocié à Paris, dont je pouvais bénéficier ici à Hong Kong. Donc, ça me permet de partir avec en plus un petit chèque payé par la Société Générale dans le cadre d'un plan justement où ils cherchaient à faire partir du monde. Donc, c'est suite à Kerviel, il t'avait fait un coup de main là-dessus ou non Non, c'était... remarque, je sais plus exactement, mais bon. C'était des plans qui étaient pas vraiment destinés aux traders comme moi, mais dont j'ai pu profiter aussi au titre. C'est la beauté des grandes boîtes, quoi. Je suis passé par là aussi. Destinés de n'importe quel salarié. Donc voilà. Mais par contre, en effet, une fois que cette décision est prise, c'est uniquement à ce moment-là, alors que j'étais comme les 3/4 des employés de la SOG à l'époque, en tout cas, qui rêvaient tous à un moment de faire autre chose et qui attendaient d'avoir l'idée, d'avoir l'opportunité, d'avoir le déclic, etc. Chose qui n'arrive jamais en fait. Il faut d'abord prendre la décision de partir, je pense, pour vraiment trouver ce qu'on veut réellement faire après. Donc voilà. Et là en fait, j'avais 2-3 idées, et notamment cette idée de vendre du poulet rôti. T'as osé en parler à tes collègues ou pas ? Non. C'était encore quand je suis parti, c'était encore à l'état d'un projet, donc je voulais pas en parler directement. Non, c'est juste que j'imagine l'ambiance un peu banque en costard, etc. Dire je me barre, je vais vendre des poulets rôtis. C'est un peu paradoxal, mais il y a un peu les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont là depuis longtemps et qui d'ailleurs songent pas réellement à arrêter, ou alors en tout cas arrêter le jour où ils auront vraiment suffisamment d'argent pour
plus vraiment avoir besoin de travailler le reste de leur jour. Et pour eux, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et puis il y en a aussi quand même beaucoup d'autres qui rêvent de faire autre chose, de trouver un truc un peu plus sensé, avoir un peu plus motivant, un peu plus concret aussi, parce que quand on est, je sais pas, responsable IT de software qui pour aider les traders à passer leurs ordres dans le marché, c'est pas forcément évident d'expliquer aux gens autour de nous, même socialement du coup, parce que le job c'est un peu notre rôle dans la société et c'est un peu compliqué. Donc alors que c'est vrai que depuis qu'on a lancé ce business là, on me demande ce que je fais, je vends du poulet rôti, voilà, c'est réglé. Jusqu'à présent, tout le monde comprend. donc voilà. Et puis c'est vrai que le côté concret permet de se motiver plus facilement aussi, d'arriver. Ça veut pas dire que c'est forcément beaucoup plus simple, mais en tout cas, ça permet de trouver un sens un peu plus facile. D'accord. Donc tu cherchais une idée. Voilà. Et en fait, cette idée, je l'ai eue en discutant dans un avion avec un voisin que je connaissais pas, qui me parlait d'une rôtisserie française à Shenzhen, dans un quartier d'affaires, que j'ai jamais vu au final d'ailleurs. Je sais même pas si c'était vrai ou pas, si c'était un énorme bullshit. Mais c'est vrai que sur le moment, et en fait, je partais en France, je retournais en France en vacances après justement avoir pris la décision de démissionner, avoir annoncé à mon boss, etc. Et derrière, j'avais cette idée qui m'était restée bien dans la tête pendant toutes mes vacances en France. J'avais l'idée aussi d'essayer de monter une franchise Picard ici. Mais à l'époque, ils faisaient pas de franchise ou trucs comme ça, mais je voulais essayer avec une petite partie restaurant pour proposer aux gens quasiment à prix coûtant de goûter les produits qu'on vendait surgelés. Et sinon, le troisième idée que j'avais, c'était les gelatos italiennes en mode glace, vraiment très premium, avec le prix qui va bien pour Hong Kong, hein, donc on va dire l'ordre de 10 € la glace, quoi. Mais il y avait le problème de la saisonnalité, parce que même à Hong Kong, il y a quand même des saisons, il y a quand même quelques mois d'hiver où, à mon avis, il n'y a pas vraiment de monde qui mange des glaces. Donc, il y a un Français qui faisait des glaces à Taïwan en forme de fleurs, avec une forme assez élégante, assez sophistiquée, qui se prêtait bien aux photos Instagram. L'idée, je sais pas comment il réussissait, mais je trouvais l'idée pas mal, en tout cas pour le marché asiatique. Ouais. Depuis, il y en a eu pas mal. Hein. D'accord. T'es pas le seul à avoir l'idée. Personne, voilà. Et Picard, par contre, ça reste à prendre. Ouais, mais je suis pas certain que c'était une si bonne idée parce que autant en France, le côté surgelé est assez commun, autant Hong Kong reste plutôt dans un schéma de pensée assez anglo-saxon où tous les produits surgelés sont un côté assez péjoratif, enfin très bas de gamme. Ouais, c'est cheap le congelé ici. Hein. Et ça vient notamment des Anglais. Ou en Angleterre, autant des plats cuisinés, on va dire secs, sont assez classiques, autant le surgelé est relativement mal vu. Et je pense que après c'est une tendance qui va forcément évoluer parce que aujourd'hui on a tout ce qui est surgelé. Si on prend en considération tout ce qui est impact sur l'environnement, etc., c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de faire tout voyager en bateau et plus rien par avion, ce qui pollue 40 fois plus que les bateaux au kilo. Et surtout, on a des techniques de congélation aujourd'hui qui permettent de congeler quasiment instantanément des produits et d'avoir un rendu qui a absolument rien à voir avec si toi tu congèles dans ton congélo un morceau de viande ou un morceau de fromage ou autre. C'est des tunnels en fait qui congèlent, je crois, à moins 170 degrés, donc instantanément, ce qui permet de garder toutes les cellules intactes et de pas les briser justement avec le processus de congélation ou de décongélation. D'accord. Donc si on respecte bien le processus notamment de décongélation, avec décongelé notamment dans un frigo, on peut aujourd'hui avoir, et d'ailleurs, tout le monde le sait, des haricots verts surgelés. Aujourd'hui, je pense que quasiment personne voit la différence avec des haricots verts frais. Et c'est valable pour beaucoup d'aliments. Nos poulets viennent évidemment surgelés de France via des containers. Et c'est ce qui permet de réduire le coût et de proposer des produits français ici à Hong Kong, à peu près quasiment au même prix qu'en France. D'accord. Et donc tu gères aussi toute la chaîne logistique. Voilà. Où il faut donc garder la chaîne du froid sur des poulets qui arrivent congelés. Ouais, on a levé des fonds il y a 4 ans auprès de Friends and Family pour investir dans une cuisine centrale et un warehouse où on a un gros freezer qui nous permet de stocker,
dirais une 60aine de palettes, et donc de pouvoir gérer vraiment de bout en bout l'importation de nos produits surgelés notamment. D'accord. Donc au début on travaillait avec un partenaire qui justement s'occupait de l'importation, du stockage et puis de la livraison dans nos boutiques. Et puis dès qu'on a pu, on a pris la main justement de manière à tout contrôler nous-mêmes. Et c'est au final, c'est un peu le principe de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que travailler avec des fournisseurs par exemple, ça expose toujours lorsqu'on passe une commande à ce qu'il soit en rupture de stock sur un produit en particulier, alors que si on fait ça nous-mêmes déjà, si ça arrive, on le voit venir en amont. À partir du moment où on essaye de suivre un peu ses stocks, et donc voilà, ça permet de contrôler réellement tous nos process. Donc même sur une structure qui reste relativement petite, tu gardes in-house autant que tu peux, et ça reste en termes de coûts, ça reste gérable quoi. Oui, tout à fait. Intéressant, je sais pas quoi. Si, c'est alors. Disons que pour nous, c'était une étape indispensable si on voulait continuer à croître et à développer nos points de vente. Ouais. Parce que on pouvait pas se permettre dans nos points de vente d'avoir, par exemple, un chef qui soit responsable de nos boutiques tout le temps. Mm-hmm. Donc, l'objectif, c'était de centraliser au maximum la production dans une usine centrale et utiliser nos différentes boutiques comme des points de vente, quasiment uniquement, avec le minimum de production sur place. Aussi pour une gestion de l'espace. Gestion de l'espace, des loyers à Hong Kong, bien sûr, espace et staff. Juste sur le côté levée de fonds, donc tu as cité une levée de fonds, j'ai trouvé des chiffres sur Internet, tu me dis c'est correct. Enfin, j'ai vu, on parle d'un investissement de 4 millions de HKD initialement, une levée de fonds de 7 millions. Ouais, c'était 5 millions d'ailleurs au final. Ouais. Je pense que on était sur 3-4 millions au début en target, mais on s'est rendu compte que c'était plus cher. Ouais. Et en effet, oui, c'est ça, c'est ces ordres de grandeur. D'accord. Ils viennent d'où ces chiffres d'ailleurs? Ah ouais, je te donnerai les liens, hein. C'est public. Ok, je savais pas, hein. Mais on n'a rien à cacher. Ce qui fait donc les équivalents, 4 millions, ça fait on va dire 400 000 euros, grosso modo, 7 millions, 700 000 euros pour donner un ordre de grandeur. Donc quelque part, on peut lancer un business similaire au tien pour 400 000 euros ici. Alors ça, c'était une étape pour justement passer ce step pour avoir cette structure de manière à pouvoir ouvrir plus de points de vente de manière facile. Il fallait un peu un proof of concept, j'imagine, quand vous avez des idées. Mais voilà, alors au tout début, on a investi notre argent en perso. Hein. Donc comment ça s'est passé? Au début, j'ai rencontré Marie, donc, qui est ma business partner depuis 8 ans maintenant, via des amis en commun. En revenant de vacances justement, mais je crois que c'est le soir même d'ailleurs en revenant de ces vacances où je réfléchissais à quoi faire après, on discute un peu et j'étais moi-même très surpris. Elle était extrêmement emballée par l'idée de vendre du poulet rôti ici. Elle travaillait dans une boîte de trading, c'est-à-dire qu'elle sourçait des accessoires automobiles dans des usines en Chine pour les revendre à des boîtes comme Feu Vert en Europe. Donc boulot assez atypique, surtout pour une nana, on va dire, qui doit se déplacer du coup, faire du contrôle qualité dans des usines en Chine. Qu'elle aussi chercher un truc un peu plus sexy. Voilà, et puis la tendance n'était pas forcément au développement de genre de business. Forcément, plus en plus d'usines se barraient de Chine pour aller dans d'autres endroits. Donc elle cherchait aussi à faire autre chose. Et puis je pense que aller visiter des usines au fin fond de la Chine, c'est pas forcément une passion non plus. Donc on avait pas mal de points en commun là-dessus. Donc ça a été assez facile de se motiver tous les deux pour monter ça. En plus on se connaissait via des amis en commun, mais on n'était pas super proches non plus. Donc c'était ce qui est le plus simple en fait, le fait de connaître quelqu'un suffisamment pour faire confiance, mais sans forcément que derrière le fait de se voir tous les jours pour le boulot détruise un peu une amitié qui n'existait pas réellement. Du coup, ça nous a permis vraiment de construire ça sur des bases qui étaient les plus saines possibles. Et par contre, on a réalisé très vite que ni elle ni moi n'avions aucune expérience dans la restauration. Et que ça s'invente pas en fait. Hein. Au début, je pense comme tout le monde, on se dit on va rôtir des poulets, on les met dans une rôtissoire et quand ils sont rôtis, on les sort. Mais déjà, on peut pas faire que ça parce que à Hong Kong, il faut quand même proposer des trucs un peu plus un repas complet. Enfin bref, on n'a pas la même culture qu'en France où les gens viennent juste prendre un poulet rôti à un endroit. Donc, tu nous amènes là sur un point. Comment est-ce que tu t'es adapté au goût local? Qui sont tes clients? Tu vois, entre les étrangers,
Vas-y, il va y avoir juste un step entre les deux. Du coup, on s'est dit qu'il nous fallait quelqu'un à tout prix pour gérer la partie technique. Voilà, il nous fallait un chef. Et la seule personne que je connaissais en tout cas, c'était le chef du resto chez Patrick, qui était en bas de la tour où je bossais, où j'allais prendre mon sandwich quasiment tous les jours. Un Français qui était à Hong Kong depuis quelques mois. Et qui était d'ailleurs qui venait de passer chef du resto, qui venait d'être embauché avec son visa travail sponsorisé par la boîte, etc. Et du coup qu'on a contacté, je lui ai proposé de prendre un verre après son taf, et du coup lui aussi a été très vite très motivé par l'opportunité. Il a trouvé en bas de chez toi, c'est beau quoi. Comme exactement. Non, je venais de m'acheter un scooter T-Max, il était venu me voir, il me disait combien tu l'as trouvé, machin, non, ça m'intéresse, enfin bref. Donc voilà, c'était marrant on s'est très bien entendu. Il avait un profil vachement intéressant pour un business comme le nôtre parce qu'il était très débrouillard. Il était venu à Hong Kong avec rien. Il avait fait plein de part-time à droite à gauche. C'était pas un chef qui avait l'habitude d'être dans une grosse structure où tout était déjà là, tout était déjà prêt. Donc nous on avait vraiment besoin de ce genre de profil pour résoudre les innombrables problèmes qu'on trouve quand on lance un business comme ça à partir de rien. Donc sur la cuisine en particulier. Sur la cuisine. Sur la cuisine, mais au final tout, parce que en fait ça va avec un certain bon sens qui permet d'appréhender à peu près n'importe quelle problématique à partir du moment où elle est compréhensible. Donc ça a toujours été vachement intéressant et toujours une bonne surprise de travailler aussi bien avec Marie qu'avec lui. Mais disons que Marie et moi on avait un peu les mêmes cursus et un peu les mêmes expériences entre guillemets. Là où Aurélien avait vraiment avait des différences assez fortes et on a réussi même toujours aujourd'hui à garder à partager quasiment tout notre business ensemble. Donc de ce côté-là c'est assez intéressant. Après pour ce que tu disais, comment arriver à s'adapter entre guillemets à la culture locale, c'est pas vraiment une question qu'on s'est posée au début. Au début, on s'est dit, nous, on veut faire ce qu'on sait faire. On est français, on va faire les trucs que nous on aime. Et puis après, on a ouvert notre première boutique à Sheung Wan, qui était un peu le repère de tous les Français de Hong Kong à l'époque. Sachant quoi, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers à Hong Kong, donc c'est pas. De se reposer cette communauté pour démarrer, c'est pas absurde. Voilà, ça permet déjà d'avoir un noyau, on va dire, la même chose au fin fond de la Chine. Là, par contre, c'est plus risqué comme approche. Mais ici, certainement. Ici, ça se tient. Voilà, il y a une certaine culture aussi qui date même de l'empire colonial anglais. Il y a donc beaucoup de Hongkongais aussi assez occidentalisés, voire très occidentalisés. Alors après, en fait, on a beaucoup appris là-dessus. Parce que, justement, on a ouvert à Sheung Wan à l'époque, donc il y avait beaucoup de Français ou en tout cas même beaucoup de locaux, mais c'est des locaux qui parlent anglais, qui voyagent entre New York et Sydney ou Londres pour leur boulot ou même pour leurs vacances ou ils ont de la famille à l'étranger, etc. Donc le business a très bien marché dès le début, bien au-delà de nos espérances. On n'avait pas vraiment de business plan parce qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. On n'avait jamais géré de retail ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment mais bon, on voyait des restos qui tournaient, donc on se disait il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, quoi. Mais en effet, ça marchait plutôt pas mal. Alors après, c'est facile de bien marcher parce qu'on avait une seule employée et on était tous les trois derrière le comptoir. Entre 12 et 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc on a fait ça les 6 premiers mois. Donc on peut être fier de savoir de quoi on parle quand on parle de notre business parce que au moins on a fini nos journées sur les rotules en puant le poulet rôti 6 jours sur 7. Avec un effet de nouveauté souvent parce que souvent en Asie on voit je sais par exemple à Taïwan, c'est peut-être une culture japonaise, on voit des queues devant les restaurants, les nouveaux restaurants qui ouvrent, même parfois des restaurants sans intérêt, des chaînes de sushi rien de spécial.
Et pendant plusieurs mois, on voit des chaînes, la queue dans la rue, quoi. Donc vous avez, et j'imagine qu'au bout d'un moment, ça s'estompe, cette recherche de nouveauté des clients. Ouais. Est-ce que vous avez vu cet effet un peu Bah, on a dû le voir sans s'en rendre compte, en fait. Mais oui, évidemment. Et puis on a eu en plus une couverture presse assez importante. On a eu la chance de travailler avec une PR qui lançait son business et qui nous a proposé justement une couverture presse pour lancer son propre business, donc gratuit, je crois quasiment gratuite à l'époque. Et on a eu des articles dans tous les journaux, que ce soit en anglais, en chinois. Donc mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire un nouveau concept, un nouveau. Les gens connaissaient pas. Les RP, il y a toujours cette problématique. C'est facile la première fois quand c'est tout beau, tout nouveau. Exactement. Mais après, il faut arriver à faire des RP sur la durée, c'est une autre paire de manches. Mais le concept était intéressant. On avait mis les rétissoirs derrière une vitre qui donnait sur la rue, et du coup, les gens qui passaient s'arrêtaient et regardaient les poulets rôtir. Et d'ailleurs, on a, je crois, le record, c'est 1h15. Une personne qui est restée 1h15 sans bouger à regarder les poulets rôtir. Donc, à la fin, on lui a filé un quart, je crois, quand même. Mais du coup, il y avait vraiment cet engouement-là. Et du coup, on s'est dit, mais là, en plus, à Hong Kong, tout le monde parle de business. Quand les gens ils voient la queue derrière un resto, le premier truc qu'ils se disent, c'est pas tiens, ça doit être bon, c'est tiens, combien de thunes ils font à la fin de la journée. Donc, on s'est vraiment dit, mais faut qu'on se dépêche pour ouvrir d'autres endroits avant qu'il y ait un groupe qui vienne et qui ouvre 5 fois le même concept. Vous avez vu que ça marchait bien et vous êtes dit, il faut prendre le marché, quoi. On voyait des gens tous les jours qui nous demandaient combien de poulets on vendait par jour, etc. Enfin, les gens parlent très vite. Ça va peut-être leur donner encore plus envie de le faire si une boîte étendre avec des magasins partout. Oui, mais bon, si jamais on commence à avoir une certaine image de marque, c'est plus compliqué pour un autre groupe d'arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Par contre, ça a été le début d'un long apprentissage. On a ouvert donc à Saimpun, qui est à 300 mètres de Sheung-Wan. Et alors là, ça a été une énorme claque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout la même clientèle. On avait, il n'y a aucun racisme dans ce que je dis. Ma femme d'ailleurs est hongkongaise, mais on avait la mamie hongkongaise avec son t-shirt Mickey qui rentrait dans notre shop, qui regardait tout avec des grands yeux et qui ressortait sans rien acheter. Et c'était que ça. Donc là, Saimpun en quelle année En 2013. D'accord, parce que c'est peut-être pas Saimpun d'aujourd'hui, quoi, qui a pas mal changé. Non, à l'époque, il n'y avait pas de métro. Beaucoup plus d'étrangers qui sont installés dans le il y avait que le métropolitain qui venait juste d'ouvrir sur High Street. Un restaurant français. Voilà, qui est un restaurant français encore assez connu. Et qui était en fait une destination, mais la plupart des gens, quand on leur disait Saimpun, ils pensaient nouveau territoire, Kowloon, mais ils savaient même pas que c'était sur Hong Kong Island. En fait, personne n'y allait. Donc c'était un peu. Les gens vivent souvent dans un petit mouchoir de poche à Hong Kong, voilà. Dans une ville qui est très concentrée. Et ce n'est que récemment que la ligne de métro principale qui traverse donc ces quartiers qu'on vient de citer de Wan Chai, Central, Sheung-Wan, a été étendue jusqu'à Saimpun et même plus loin. Tout à fait. Et c'est là en fait où on a appris que ça servait à rien d'arriver trop tôt dans un quartier. Et, notre business étant extrêmement dépendant du trafic en face de nos boutiques, il vaut mieux attendre de voir comment le quartier se développe et voir exactement là où il y a du trafic, quitte à payer un premium en termes de loyer, mais au moins être là au bon endroit. D'accord. Donc ça, c'est un truc que vous avez appris. Donc, tu as appris la restauration, mais ça comprend aussi le retail. Donc, d'avoir un bon emplacement, d'avoir du trafic, du bon trafic que tu peux convertir. Oui, parce que... C'est ce que tu as appris sur le tas. Exactement. On s'est mis dans une rue, pour être vraiment précis, la 3rd Street, donc à Saimpun. Et en fait, c'est la rue du dessus qui a totalement explosé, où il y a tous les restos occidentaux aujourd'hui. High Street, où il y a notamment Métropolitain. Alors, je sais pas s'ils ont leur part de responsabilité là-dedans, mais en tout cas, nous on se retrouve une rue en dessous avec du coup pas du tout le même trafic, et il faut bien voir que nos business, le coût, l'investissement en termes de cash pour ouvrir une boutique, c'est environ 200 000 euros, et du coup une fois qu'une boutique est ouverte, c'est compliqué de la changer d'endroit, ou en tout cas dans un délai assez court. Donc on a plutôt tendance à vouloir prolonger le bail et essayer de continuer à la rentabiliser. Donc on est dans une ville où les loyers sont extrêmement chers. C'est partie des villes les plus chères au monde pour tout ce qui est restauration, boutique et tout. C'est vrai. Comment on gère
cet aspect-là. Donc tu nous as déjà parlé de ta cuisine centrale qui te permet d'économiser l'espace. Voilà. Alors, j'imagine que le fait que tu fais que de la vente emportée, t'as pas de place assise, parce que c'est lié à ça. On a un petit peu de place assise, mais en effet, en fait, nous on utilise des boutiques qui ont des surfaces qui sont plus faibles que des restaurants classiques. D'accord. Et ça permet d'arriver à négocier des loyers qui sont quand même forcément moins élevés, mais même moins élevés par square feet. Parce que nos concurrents sur ce genre de surface, ça va être des coiffeurs, des vendeurs de fleurs, ou ça va être des business qui sont beaucoup moins rentables que les restaurants en réalité. Mm-hmm. Donc ça nous permet de targeter des loyers de l'ordre de, je dirais, 60-80 HKD per square feet. Je sais pas si ça parle à grand monde, mais en tout cas, là où des restaurants sont plus sur du 100-120 HKD. Voilà. D'accord. Okay. Bon, donc après, pour être franc, les loyers sont élevés à Hong Kong, mais ça reste un marché. Hein. S'ils sont élevés, c'est que les gens les payent. Hein. Donc, alors après, le vrai problème, c'est pas tant les loyers. Enfin, les loyers élevés, c'est plus la conséquence d'un problème il y a énormément de cash à Hong Kong, donc d'investissement. Et du coup, il y a beaucoup d'investissements qui en réalité sont à perte, notamment dans la restauration, parce que c'est un business en effet très concret qui du coup parle à beaucoup de monde, parle à tout le monde en réalité, et notamment à des gens qui ont beaucoup d'argent et qui du coup trouvent ça prestige, quoi. Trouve ça prestige, marrant. On a même eu des investisseurs qui nous disaient que pour eux avoir un resto, avoir un bar, c'est quand même plus sympa pour aller prendre un verre après le boulot, quoi. Donc, vous avez ça dans une usine. Donc voilà, donc forcément, et puis à côté de ça, il y a des propriétaires qui sont tous, pour l'immense majorité des propriétaires à Hong Kong, ont un patrimoine immobilier qui est énorme. Donc en fait, il y a très peu de petits propriétaires. Mm-hmm. Quasiment tous les gens, on va dire, qui sont pas très très riches, louent leur appartement et mettent entre 30 et 50% de leurs revenus dans leur appartement. Et quasiment tous les business louent leur boutique, quasiment aucun business qui en est propriétaire. Et les propriétaires, eux, du coup, sont à la tête généralement d'une fortune énorme, qui leur permet de pas forcément avoir des logiques basées sur la rentabilité pure. C'est-à-dire que ils vont préférer, par exemple, laisser une boutique fermée ou vide pendant un certain temps, plutôt que de baisser le loyer. Parce qu'en se disant que sur du long terme, ça sera plus rentable. Ce qui fait que sachant qu'ils sont aussi sur le prise de capital, quoi, le gain en capital, donc quelque part avec en plus un marché qui arrête pas de monter, pour eux ils gagnent plus en effet, même en laissant la boutique vide. Quand ça fait 20 ans que ça monte, quand ça atteint des niveaux vraiment stratosphériques, en effet ils sont pas, et puis ils ont pas besoin en fait de gagner vraiment tout cet argent. Optimiser le truc, quoi. Exactement. Donc ils sont plus sur un raisonnement. Est-ce qu'il est vrai que, on entend souvent dire ici que les restaurants bougent, que dès qu'un restaurant marche bien, le propriétaire vient un peu leur extorquer des niveaux de loyer incroyables, et que donc les restaurants se retrouvent à bouger ailleurs. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, évidemment. On est quand même protégé par un contrat pendant une durée donnée. On signe un bail. Oui, c'est vrai que par rapport à la France, c'est très différent. Ici, il n'y a pas de fonds de commerce. Tout est basé sur le loyer. D'accord. Donc en réalité, c'est censé être relativement juste. C'est-à-dire que le propriétaire apporte un endroit qui permet à quelqu'un de générer du business, de générer du cash. Et après, le loyer permet à ce cash d'être réparti entre le propriétaire et la personne qui gère le business. Après, oui, c'est la nature humaine. Hein. Forcément, il y a des propriétaires qui sont beaucoup plus greedy entre guillemets, qui vont chercher à tout prix à augmenter les loyers le plus possible, quitte à perdre leurs locataires, ce qui est totalement en dépit du bon sens. Mais oui, c'est évidemment ça arrive, et c'est souvent extrêmement frustrant pour des gens qui gèrent un business qui peut leur prendre 12 heures par jour, 7 jours sur 7, de se rendre compte qu'en fait, leur propriétaire gagne en réalité plus d'argent qu'eux sans rien foutre. Mais bon, c'est vrai dans pas mal de cas de figure. C'est ça. C'est un peu la base du capitalisme, quelque part. Mais disons que c'est encore plus frustrant, je pense, pour des gens justement dans la restauration, où en plus il y a des hauts et des bas. Et puis généralement, dès que le business va un peu moins bien, le propriétaire il dit moi je m'en fous. Si ton business il marche pas, dégage et j'en prendrai un autre.
D'accord. Ouais. Donc, sachant qu'il y a aussi un aspect de fidélisation qui est important dans ton business. Et je crois que tu fais partie de BistroChat. Le premier épisode de ce podcast était sur Hassen, qui est cofondateur de BistroChat. Tout à fait. Donc la fidélisation, BistroChat, ça marche bien ? Oui, ça marche pas mal. On est content. C'était un projet qu'on avait depuis longue date, qu'on avait d'ailleurs commencé avec d'autres partenaires. Qui malheureusement n'a pas abouti. L'objectif originalement c'était de garder, comme on parlait, d'internaliser tout le projet de loyalty programme, CRM, etc. Mais bon, on verra ça, je pense, dans une seconde étape, quand on aura la taille et les finances qui justifient ce genre de projet. D'accord. Ouais. Mais et puis l'intérêt de BistroChat, c'est que Hassen a une vision extrêmement intelligente, à mon avis, du projet, et notamment le fait de proposer quelque chose qui est intégralement gratuit. Donc c'est très difficile de dire non. C'est une application qui permet de booker les restaurants. Il y a aussi d'autres fonctionnalités. Et c'est surtout pour nous un programme de fidélité pour nos clients. D'accord. C'est-à-dire que n'importe quel client qui vient, on lui donne une carte qui est une carte NFC, un peu comme une carte Octopus, une carte sans contact, et qui permet derrière de collecter des points. Et l'intérêt, c'est que le client, il n'a absolument rien à faire. On lui donne une carte qui a déjà des points. Et derrière, il a juste à la passer sur son téléphone ou à scanner le QR code et pour pouvoir voir combien de points il a. Et après, s'il veut redeem ses cadeaux, c'est-à-dire utiliser ses points pour avoir des vouchers, des bons d'achat, il faut évidemment qu'il rentre son nom, son email, son numéro de téléphone. Mais ça vient que dans une étape suivante. Donc ça permet d'avoir vraiment un processus très très smooth pour le client, pour lui permettre de partager des informations qui vont derrière évidemment nous permettre de contacter, lui proposer des promotions, voir quand est-ce qu'il vient chez nous, ce qu'il achète, etc. Évidemment que l'objectif derrière pour nous c'est pouvoir alors oui, il y a une manière assez péjorative de dire collecter de la data sur les clients et derrière pouvoir les utiliser. En réalité, c'est je dirais c'est beaucoup plus mieux les servir aussi d'une pouvoir manière. Pouvoir déjà savoir qui ils sont. Aujourd'hui, nous on fait de la vente à emporter. On ne sait pas réellement qui sont nos clients. On n'a aucune base sur laquelle s'appuyer concrètement pour savoir qui sont nos clients. On a des feedbacks de nos managers de boutique, mais on n'a rien de concret. Donc ça permet déjà de savoir qui ils sont. Et puis derrière, en effet, de pouvoir proposer des avantages ou faire des opérations qui vont être beaucoup plus ciblées qu'une newsletter envoyée à 10 000 personnes, quels qu'ils soient. Donc voilà. D'accord. Donc tu parlais de l'IT. Je crois que tu as développé ta propre solution IT, c'est ça ? Ouais, exactement. On a ça s'est fait un peu sans qu'on s'en rende compte, mais on a au début utilisé juste de l'Excel parce que venant de la finance, j'ai quelques notions, on va dire, de programmation sur Excel. Et bon, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait passer quand même une étape un peu plus professionnelle. On a embauché un stagiaire français d'ailleurs qui terminait ses études ici, qui a commencé à développer tout ça. Et tout simplement utiliser des bases de données online et on utilise un exécutable sous c'est un langage, c'est WPF, c'est Microsoft, qui est exécutable sous Internet Explorer, qui permet derrière aujourd'hui de gérer aussi bien nos commandes catering, les commandes des boutiques de la cuisine centrale aux boutiques, que tout notre HR, tous nos plannings, les fiches de paye, même les recettes, enfin tout est internalisé et tous ces modules sont reliés les uns aux autres. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire quelque chose qui est totalement sur mesure et pour chaque besoin, on a une réponse exactement adaptée à nos besoins. Donc aujourd'hui, si tu commandes pour ta jonque dimanche, tu passes une commande chez nous. Et il va y avoir des produits qui vont être produits en boutique, des produits qui vont venir de notre cuisine centrale, les bouteilles de vin si tu en prends, etc. Toutes les commandes des boutiques vont être ajustées automatiquement, instantanément, à partir du moment où ta commande est confirmée sur notre site web. Et au niveau de notre système interne, tout va s'organiser automatiquement. Ça permet de plus avoir d'intervention manuelle, donc beaucoup moins de temps passé, et puis surtout plus d'erreurs. D'accord, donc un système informatique totalement fait maison.
Voilà. Un peu à l'image, donc sur la logistique, etc. Tu as dit que tu internalisais beaucoup de choses et qui Voilà. permet donc d'être totalement custom et adapté à tes besoins, quoi. Et pareil, un peu comme sur la logistique, tu ne dépends pas d'un third party, de supplier. Pour ce qui est le développement d'un système IT, je pense que le plus important, c'est d'être le plus fainéant possible. Et du coup, de vouloir à tout prix automatiser tout ce qui peut l'être. D'accord. Et ce système est même branché, donc tu fais de la vente emportée, tu es sur certaines plateformes, je sais pas si c'est Deliveroo. On est sur Deliveroo, Foodpanda, ouais, on était en exclu avec Deliveroo jusqu'au mois de juin, et on a eu la bonne idée d'ouvrir sur Foodpanda aussi, parce qu'aujourd'hui c'est un game changer pour notre business qui est absolument monstrueux. Le fait de voir une partie énorme de nos ventes dériver de nos boutiques vers des offres online. Donc les acteurs principaux à Hong Kong, c'est clairement Deliveroo et Foodpanda. Ils font de la livraison, mais ils font aussi de la vente en boutique, c'est-à-dire que les gens passent commande sur l'application et vont pick-upper dans le restaurant. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de nos revenus qui passent par ces canaux-là. Donc c'est monstrueux. Et ils sont, en tout cas pour Foodpanda, je pense que Deliveroo va suivre. Ils sont en train justement de switcher d'un modèle où ils sont comment dire, ils sont vendus à la base comme étant un fournisseur de services de livraison. C'est-à-dire très simplement, ils prennent une commission du restaurant, ils prennent la livraison du client et puis avec l'argent ils financent les livreurs. Mais en réalité aujourd'hui, ils sont bien plus que ça, et c'est là le côté assez intéressant, et c'est là où il faut, à mon avis, et pour des business comme nous ou des restaurants ou même, je pense que c'est quelque chose d'absolument énorme qui est en train de changer. C'est-à-dire que le changement avait déjà commencé, mais la tendance s'est accélérée de manière hallucinante ces 6 derniers mois, avec notamment ce Covid. Aujourd'hui, Foodpanda, ils viennent nous voir et nous disent, bah voilà, moi en fait, je connais tous vos clients. Je connais aussi tous les gens qui n'ont jamais commandé chez vous et qui, le jour où ils commandent chez vous, commanderont toutes les semaines. Voilà. Et en fait, vous allez me payer pour que je trouve ces clients-là. Et c'est exactement le principe de Facebook, Google, etc. Ouais, Amazon, où ça s'applique au retail, tout le retail avec Amazon qui prend la relation avec le client. Tu deviens un fournisseur d'Amazon, ils prennent le contrôle, quoi. Voilà, exactement. Mais là, c'est à un niveau, c'est-à-dire que ils ont des opérations de promotion où en fait ils te garantissent derrière. Est-ce que la donnée qu'ils ont est vraiment derrière ils mettent en place des outils des dashboards qui permettent justement, comme tout est online, tout est digital, tout est trackable et on peut voir exactement le taux de conversion, le taux de retour, le taux. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en plus. Si c'est du bullshit, on le voit très vite. Donc l'objectif, c'est de mettre en place un système qui soit avantageux à la fois pour le restaurant et pour eux. Alors le danger, c'est que évidemment, si tu es en exclusivité, avec eux, c'est pour ça que je trouve assez dangereux le fait qu'ils poussent autant les restaurants à être en exclusivité avec eux, parce que le jour sur une plateforme, t'as pas le droit d'être par exemple sur Deliveroo et sur Foodpanda. Ils augmentent genre de 10% les commissions si tu bosses avec un autre qu'eux. Et ça pour le coup c'est extrêmement dangereux, parce que le jour où il y a 80% de tes revenus qui viennent d'une seule plateforme, en fait tu deviens une cuisine. Et puis c'est même plus toi potentiellement qui décide ce que tu vas cuisiner, parce que eux ils vont dire non mais en fait là il y a un nouveau trend, c'est les pâtes à Hong Kong là, tout le monde veut des pastas machin, donc en fait on va te donner les recettes, et alors, le poulet rôti en fait tu vas juste arrêter parce que là ça marche plus trop en ce moment, tu vas faire des pastas et tu vas voir on va doubler les ventes. Bon, voilà, donc en fait tu deviens une cuisine, voilà. Donc l'objectif pour nous c'est justement d'éviter ça. Mais on a la chance d'être relativement petit, donc d'avoir une certaine agilité pour arriver à s'adapter. Et puis on essaye de se poser un peu et de réfléchir et de comprendre en fait comment tout ça évolue, parce que ça évolue très vite. Et je pense que ceux qui comprennent pas et qui arrivent pas à s'adapter, il leur reste plus longtemps à vivre. Est-ce que de faire du e-commerce en direct est une option Tout est une option, mais en tout cas, par exemple sur la livraison, ces business-là ont toujours perdu de l'argent. Ils ont des centaines de millions d'euros à cramer qu'ils ont levés. Donc ça n'a pas de sens de mon point de vue. On peut pas. Ils sont sur la part de marché pure pour l'instant. Donc, sur du gain de part de marché, quitte à dépenser des sommes astronomiques. Donc on ne pourra jamais les concurrencer. Par contre,
on essaye, ce qu'il faut, c'est au maximum garder contact avec nos clients. Et c'est un peu le challenge, en effet, des prochains mois ou des prochaines années. C'est justement de ne pas perdre ce contact-là. Et d'autant que la vraie valeur de notre business, c'est notre marque. Comme tu disais, les boutiques, ça va, ça vient. Hong Kong, la valeur d'une boutique, c'est quasiment rien de mon point de vue. Ou à la limite, éventuellement, actualiser les cash flows jusqu'à la fin du loyer. Ça fait pas grand chose généralement. Donc par contre une marque, oui, ça peut valoir beaucoup plus. Vous avez un marketing qui est assez sympa. Enfin, on voit que vous avez travaillé l'identité de la marque. On y travaille. On vient de commencer à travailler avec une grosse boîte de PR justement pour accentuer ce côté-là. D'accord, ok. Tu as commencé à évoquer donc, la situation Covid. Enfin, à Hong Kong, non seulement on a le Covid, mais on a eu les manifestations toute l'année dernière. Ça a permis de se préparer psychologiquement. Donc surtout vous dans la restauration, dans le retail, vous êtes rodés. Comment ça s'est passé pour toi? Alors ça a été évidemment très compliqué. Ça a été très très brutal en fait. C'était au moment du Chinese New Year, fin janvier, début février. Les Hongkongais ont pris très très vite conscience de la gravité de la situation. Ils ont des antécédents ici, mais donc ils n'ont pas attendu les décisions du gouvernement ou de qui que ce soit pour prendre des décisions assez radicales, s'enfermer chez eux, porter des masques partout. Tous les bureaux ont fermé quasiment instantanément. Les gens sont mis à bosser chez eux. Les deux, la première vague ici et en France, ça n'a rien à voir, quoi. La mentalité hongkongaise, asiatique. Donc après c'est impossible de comparer les deux, mais en tout cas ici c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Moi je peux pas être comparé, ils sont bien plus rigoureux face à l'épidémie, quoi. Et donc, les chiffres, il suffit de regarder les chiffres. Voilà. Après je ne fais pas de jugement, c'est vraiment factuel quand même. Mais voilà, du coup là, pour nous ça a un impact quand même extrêmement fort dans la mesure où on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires sur les ventes autour des bureaux, des tours, des business districts. Et ces ventes-là ont été quasiment réduites à zéro parce qu'il n'y avait plus personne qui venait dans les bureaux. Donc on a eu des boutiques, notamment notre plus grosse boutique à Coarrivé, où les ventes ont été, on a perdu 80-90% du chiffre d'affaires sur ces boutiques-là. Et d'autres où on a perdu 25-30% parce qu'on avait encore des clients le soir. Et puis on a eu quand même des livraisons qui ont relativement augmenté, mais pas tant que ça, étonnamment. Les gens restant chez eux commandent pas la même chose que quand ils sont au bureau, donc ils commandent ils commandent des restos qui sont dans leur quartier, qui sont des quartiers résidentiels où on n'était pas forcément placés. Donc au total, ça a fait février, mars, avril, grosso modo 35-40% de baisse de chiffre d'affaires, sachant qu'on était déjà dans une situation un peu critique avec une baisse de 10-15% l'année précédente suite aux manifestations pro-démocratiques à Hong Kong. Donc ça a été très compliqué. On a eu très très peur parce que quand on a vu le truc arriver, on s'est dit ok, dans 2 semaines on est mort en fait. Donc on a pris des décisions extrêmement radicales. On a dû réduire le staff en boutique au minimum. On a dû supprimer à peu près la moitié de nos menus dans les boutiques de manière à justement pouvoir servir tout ce qui n'était pas servable avec un minimum de staff. On ne servait plus. On a fermé on avait un comptoir dans un park and shop à Centrale. Alors là, c'était dans qui est un supermarché. Ouais, qui est une des plus grosses chaînes de supermarchés de Hong Kong, qui était dans un building office. Donc là, pour le coup, là, pareil, moins 90%. Alors même si on n'avait pas de loyer, qu'on payait juste un pourcentage de nos ventes à park and shop, ça avait aucun sens parce qu'on avait quand même besoin d'avoir du staff là-bas. Le staff, pour le coup, ils ont quand même des salaires fixes. Donc tu te retrouves à faire des pertes, tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà, donc le but c'est de minimiser. En fait, le but c'est de minimiser les coûts au maximum dans ce genre de moment. On a eu la chance quand même que le gouvernement, pour le coup, sur ce point-là en particulier, réagisse assez vite avec des aides, c'est-à-dire du cash vraiment qui a été distribué à des business comme le nôtre, qui a permis quand même de garder la tête hors de l'eau. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir nos propriétaires. Et ils ont tous quasiment, à part une boutique à Ranchai, il faut bien qu'il y ait une exception, mais accepté le deal qu'on leur proposait, à savoir on a essayé de présenter un peu la chose de manière marketing, c'est-à-dire leur dire bon, on va recevoir du cash du gouvernement. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on utilise tout votre cash pour payer les loyers de mars, avril, mai
Donc on vous garantit ces loyers-là parce qu'on va avoir le cash. Et en échange, février, on dit que on paye rien. Concrètement, on aurait pu juste leur demander de ne pas payer février. C'est un peu à la hongkongaise. Mais sur le marché, il y a plein d'offres, un acheté, un offert. Tu leur as fait un peu la même, quoi. Ah voilà, ouais, faut être psychologue sur ce genre de situation. Et ça a pas mal marché. Ils ont quasiment tous accepté. Donc ça nous a permis quand même nous un mois de loyer, c'est presque 50 000 euros. Donc pour toutes nos boutiques, cuisine centrale compris, etc. Donc ça a permis de garder la tête hors de l'eau. Et puis les dernières subventions du gouvernement ont été même supérieures à ce dont on avait besoin juste pour survivre. Donc au final, on s'en sort pas trop mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que on n'est pas vraiment à plaindre parce que on est revenu quasiment sur des niveaux de vente aujourd'hui de l'année précédente avec un périmètre un peu plus restreint vu qu'on a fermé un point de vente. Mais comparé à des restaurants, à des bars ou des boîtes de nuit, des business qui là pour le coup sont fermés depuis plusieurs mois et puis là il y a les subventions c'est terminé, c'était là je pense qu'au bout d'un moment le gouvernement a considéré que soit les business avaient réussi à s'adapter, soit s'ils n'avaient pas réussi, s'il était temps qu'ils crèvent quoi. On est quand même dans un milieu extrêmement, le capitalisme poussé à son extrême ici. Donc c'est déjà beau que tu aies eu des aides comme ça quoi. C'est vrai mais oui un peu comme aux US hein, ils ont c'est des parce que je viens de faire un autre épisode avec Clément qui organise des courses de trail, donc l'événementiel là c'est rien du tout hein. Quelque part tu vois les courses sont carrément interdites hein. Là c'est zéro revenu donc c'est vrai que de ce côté-là d'ailleurs je pense pas m'être plaint, on est très factuel, le fait d'être toujours là c'est déjà une certaine victoire et puis honnêtement en effet on a été quand même relativement moins impacté que beaucoup d'autres business. Tous les business qui sont en rapport avec le tourisme, il y en a quand même énormément à Hong Kong, sur le retail, le luxe, etc. Basé sur les touristes chinois, je crois que c'est 60 millions de touristes chinois qui visitent normalement Hong Kong par an. C'est ça. Là, on doit être à peu près à zéro, quoi. Donc le manque à gagner est juste colossal. Et vu que nous, on a quasiment aucun touriste dans nos points de vente, le touriste chinois n'a pas mangé du poulet rôti français à Hong Kong. Je pense pas que ça soit l'idée. Il vient pas là pour ça, en tout cas. Donc voilà. Donc on s'en sort pas trop mal. Donc la situation maintenant est plutôt bonne. T'es confiant sur l'avenir. Et de manière plus large, quels sont tes plans futurs, extension? Est-ce que tu regardes d'autres pays? Est-ce que tu as plus de boutiques à Hong Kong? Quels sont tes plans? On est relativement confiant parce que on a demandé un prêt à une banque justement pour financer une nouvelle boutique. Et a priori, ça a été accepté il y a 2 jours. C'est encore secret, donc faut pas le dire. Mais quel quartier? Mais ce sera a priori le quartier de Causeway Bay. Comme je disais, la part des livraisons étant telle dans notre business aujourd'hui, on est obligé de regarder des quartiers qui sont pas aujourd'hui couverts encore. Donc parce il paraît que c'est le quartier où les loyers du retail est le plus cher au monde. Oui, si on va... alors c'était déjà, parce que je pense que les endroits justement où il y avait ce genre de loyer, je crois que les loyers ont été quasiment divisés par 10, mais c'est pas du tout les quartiers qu'on voulait ouvrir. Non, là on parle de quartiers pour des boîtes de luxe qui payaient des prix astronomiques qui sont pas du tout accessibles pour n'importe quel restaurant à Hong Kong. Donc, mais c'est le sud de Causeway Bay, ce qui permet de couvrir à la fois Causeway Bay où il y a pas mal de tours de bureaux et Happy Valley qui est un quartier résidentiel assez prisé des expats notamment, tout ce qui est occidentaux et notamment famille. Happy Valley, donc c'est là où il y a l'hippodrome de Hong Kong, exactement. Les courses de chevaux. Donc voilà, ce serait l'objectif. Nous aujourd'hui, le problème en fait qu'on a eu, c'est que on a levé des fonds pour construire cette cuisine centrale, etc., pour se développer, en se basant sur un historique de vente qui s'est pas réalisé. Donc on s'est retrouvé avec une structure qui générait moins de revenus que nécessaire pour non seulement couvrir les coûts de notre cuisine centrale, warehouse, etc., mais et financer notre croissance interne. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on était break-even, et ça a duré comme ça pendant 3 ans à peu près. Où on garde la tête hors de l'eau, mais tout juste hors de l'eau. Et alors que l'objectif, c'était quand même de financer notre croissance une fois qu'on avait cet outil-là, justement. D'accord. Je peux demander auprès de qui t'as levé des fonds On a que des amis, en fait. D'accord. On a encore comme pas mal d'amis, aussi bien Marie et moi, qui travaillent en finance.
c'est ou en tout cas même pour faire des poulets rôtis, ça parfois voilà, ça permet. En tout cas, c'est des gens qui peuvent plus facilement investir ce genre de tickets. Après, comment dire, ils sont 15 investisseurs, je crois. Donc, on a quand même ouvert à pas mal de monde. Donc voilà, c'est pour ça que cette situation aujourd'hui reste entre guillemets problématique. On a besoin d'augmenter nos revenus et un des moyens principaux, c'est d'ouvrir des nouveaux points de vente, ce qui nécessite un certain capex. Donc, comme je disais, environ 200 000 euros par point de vente. Du coup, on a vraiment essayé d'étudier toutes les possibilités, faire même du B2B, vu qu'on apporte beaucoup de produits de France. Donc aujourd'hui, on a commencé à vendre du beurre à des boulangeries, on vend même des poulets à des fournisseurs à Hong Kong. Enfin bref, on essaye d'envisager un peu toutes les possibilités, mais clairement, notre valeur ajoutée, là où on est bon, c'est sur le retail, c'est vendre la vente à emporter. Mm-hmm. Donc, et on a, grâce au fait que Hong Kong, et encore plus ces derniers mois, se soit développé avec beaucoup de quartiers résidentiels qui deviennent attractifs pour toute une population occidentalisée, on va dire, pas que occidentale, mais on va dire notre target en termes de clientèle. Ça nous permet de pouvoir considérer au fur et à mesure de plus en plus d'endroits potentiels pour ouvrir des boutiques. C'est-à-dire des endroits un peu moins centraux, voilà, qui sont plus attractifs de par les événements récents. Il y a 8 ans, quand on a ouvert notre première boutique, il y avait quasiment il y avait Central et Sheung-Wan, je pense, qui étaient accessibles. Aujourd'hui, on a toute la bande nord de Hong Kong, donc depuis Kennedy Town, qui est le terminus de la ligne de métro, jusqu'à Quarry Bay. Et aujourd'hui, on couvre, il nous manque Causeway Bay vraiment pour quasiment couvrir toute cette bande de terrain, donc qui est vraiment le cœur de Hong Kong Island et du coup même de Hong Kong. Mm-hmm. Et même considérer pourquoi pas d'autres endroits, parce que Tseung Kwan O et avec l'ouverture du campus du lycée français là-bas a motivé plein de familles françaises et pas que, plein de familles occidentales à déménager là-bas. Il y a beaucoup de business. Le groupe Passis, qui est un peu la success story française en termes de restauration à Hong Kong, bien loin devant nous, a ouvert un restaurant là-bas. Donc il y a de plus en plus d'endroits. Il y a Discovery Bay, qui est pas très loin de là où on est à Mouillot aujourd'hui, qui attire de plus en plus de monde aussi. Le Covid a en plus poussé beaucoup de gens vers des endroits un peu plus nature, quitte à augmenter un petit peu leur temps de transport quotidien. Parce que quand on bosse de chez soi, bosser dans 30 mètres carrés, je pense que tout le monde a l'expérience de ça maintenant. Évidemment, ça fait réfléchir et ça fait déménager. Donc plutôt une extension sur Hong Kong. Les autres pays de la région peuvent te tenter. Et est-ce qu'il existe déjà des rôtisseries ailleurs ? Alors, il y en a certainement, dans d'autres endroits, mais pas exactement tel que nous, on a construit notre business model. Et autant on a été très longtemps, on a eu peur pendant longtemps de vraiment se faire copier, autant on commençait à réaliser qu'en fait c'est pas du tout si simple que ça. Et on a vu beaucoup de gens qui essayaient de nous copier, même à Hong Kong. Il y a eu plusieurs rôtisseries. À Happy Valley, il me semble avoir vu une. Il y avait une rôtisserie qui s'appelait Poulette, qui a changé d'ailleurs de propriétaire et qui finalement a fermé. D'accord. Et donc c'est magique, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense et puis nous on a quand même maintenant une économie d'échelle. On a réussi à construire une marque qui fait qu'aujourd'hui en termes de poulet rôti, quasiment tous les gens qui nous ont vu une fois, on est la marque emblématique. Et alors que quand on a ouvert à l'époque, c'était Chicken on the Run, qui est une marque, qui est une boutique qui existe toujours le long des escalators à Central. Qui serait après Causeway Bay peut-être le next step en termes de nouvelles boutiques centrales, qui est eux ils font du poulet australien et c'était les pionniers, ils sont là depuis peut-être 16 ans je crois et ils sont jamais développés et clairement pour le coup s'il y a bien quelque chose qu'on a réussi c'est à les remplacer dans l'imaginaire des gens pour ce qui est du poulet rôti. Ok, super. On va bientôt conclure. Ça m'amène à demander qu'est-ce que tu feras dans 10 ans ? Est-ce que tu arrives à te projeter au-delà de l'expansion de ton business ? Tu te vois où, en train de faire quoi dans 10 ans ? C'est une bonne et une mauvaise question, je dirais.
En fait, j'espère ne pas du tout savoir ce que je ferai dans 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, je pense que si on m'avait dit que je vendrais du poulet rôti à Hong Kong aujourd'hui, je l'aurais pas cru, et je suis content qu'on me l'ait pas dit. Donc aujourd'hui, j'espère, malgré le fait depuis d'avoir construit une famille, etc., donc ce qui rend l'inertie un peu plus compliquée en termes de décision et de prise de risque. Et j'espère pouvoir être autant surpris sur ce que je ferai dans 10 ans que je l'ai été. Ok, super. Et dernière question, tu vas pas y réchapper. Est-ce que tu as une astuce pour hacker à l'Asie ou pour hacker Hong Kong ? Est-ce que tu as un truc ? Est-ce que tu as trouvé une astuce qui t'a permis de développer ton business ou de garder tes employés voilà. Alors... nos employés, ils sont pas vraiment locaux, pour être franc. La restauration, il y a beaucoup d'employés philippins et népalais surtout à Hong Kong. Donc j'ai pas vraiment d'astuce de ce côté-là. Par contre, je dirais, c'est toujours un dilemme pour nous de considérer l'authenticité, le côté un peu tradition française qui fait partie de nos valeurs, et en même temps arriver à s'adapter aux goûts locaux et arriver à communiquer auprès de la clientèle locale, qui est vraiment le plus gros potentiel ici à Hong Kong. 90% de locaux encore. Je crois qu'il y a même 95% de locaux, et les 5% restants, c'est une majorité d'asiatiques. Hein. Donc les occidentaux purs et durs, c'est 1 ou 2% en Hong Kong. Hein. C'est vraiment tout petit. Donc si tu fais la 2-3, là, il te reste du boulot, quoi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à communiquer auprès de cette clientèle. Et c'est un peu là pour le coup un mystère d'arriver à avoir des business qui sont extrêmement populaires auprès d'une clientèle locale et d'autres beaucoup moins. Et c'est par contre, je pense que le secret, mais bon, ça c'est à valider, mais c'est d'arriver à garder des valeurs assez authentiques. C'est-à-dire que faut pas que les gens aient l'impression que c'est fake, en fait, que voilà, tout est faux. Mais en même temps, bien choisir les produits qu'on met en avant, les goûts, pour qu'ils soient adaptés à la culture locale. C'est-à-dire bien choisir les produits qu'on veut mettre en avant, qui sont par défaut forcément des produits authentiques, traditionnels, mais qui sont beaucoup plus faciles à accepter. Et c'est le cas notamment du poulet rôti. Le poulet rôti, en fait, quasiment aucune culture... c'est un peu universel. Voilà, c'est totalement universel. Il n'y a aucune religion qui interdit le poulet rôti. Il n'y a aucune culture... Enfin, on en mange partout dans le monde. Donc, on est végétarien, quoi. Exactement. Mais bon, donc trouver le juste milieu entre l'authenticité et s'adapter à la culture locale. Exactement. Ok, super. Bon, je te remercie, Jérôme. C'est moi qui te remercie. Merci pour ce moment, c'est agréable. De même, bonne chance pour la suite. Merci. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!